Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je m'appelle Gaëlle Braillère de la société LIM et je suis très heureuse aujourd'hui d'animer cette table ronde. Alors, pour deux raisons. La première, c'est le sujet, désolé messieurs, la flexibilité et de la production. Et ça, c'est un sujet qui m'a un peu interrogée parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de flexibilité et on a toujours parlé de flexibilité quand il s'agissait de caractère humain. De la docilité, de la souplesse. On en a parlé ensuite en physique, pour parler des matériaux, en disant qu'ils étaient flexibles. Et vous vous souvenez de l'histoire du roseau. Et là, aujourd'hui, s'intéresser à la flexibilité de la production, et bien, grâce à la deuxième grande raison pour laquelle je suis honorée d'être aujourd'hui parmi vous, c'est de pouvoir avoir la chance d'avoir interviewé déjà 4 personnes sacrément passionnées pour ce sujet passionnant. Donc Pascal Grébier, qui est directeur des opérations chez Moltec. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société en 2 mots, 2 chiffres? Oui, tout à fait. Donc, Moltec, nous sommes un équipementier de rang 1 dans l'automobile. Nous fournissons une grande diversité de pièces techniques en plastique, basées sur la production par moulage plastique. Pièces plastiques sous capot moteur pour l'ensemble des constructeurs automobiles en Europe et au Maghreb, et avec d'autres usines dans le reste du monde. Ce qui caractérise notre activité, c'est la diversité des pièces. 250 000 pièces par semaine, avec 200 références différentes qu'on va livrer à tous ces clients automobiles qui ont beaucoup d'exigences. Alors, quand on parle de flexibilité, vous l'avez compris, c'est la diversité des pièces. Et voilà, qui a amené ce besoin. Et c'est un plan industriel, c'est un choix industriel qu'on a entamé il y a déjà 20 ans. Et on en reparlera après. Super, merci beaucoup. Jack, vous êtes vous aussi, Monsieur Fougeret, chef de groupe mise au point. C'est ça. Donc moi, je suis plutôt utilisateur de la flexibilité. D'accord. Donc c'est pareil. Donc je fais partie de Moltec depuis une dizaine d'années. Et votre métier alors? Chef de groupe mise au point, c'est quoi? Alors chef de groupe mise au point, c'est en fait on a plusieurs parties. Donc on a une partie où on est responsable de la conception et de la sous-traitance de certains moyens, comme des moyens de soudure de plastique, des perçages, des choses comme ça. Et ensuite, quand on a ces outils, d'autres services également nous donnent d'autres outils tels que les moules. Et en fait, on est responsable, à partir du moment où on a ces outils, d'amener quelque chose qui est sur une feuille à plan, à des pièces en réel validées chez le client. Donc nous, on est responsable de recevoir les outils, les mettre en service avec l'usine et les mettre au point jusqu'à une pièce finale livrée au démarrage de production. Merci beaucoup. Pierre-Antoine Vinoc, vous êtes vous aussi directeur des opérations chez Elcom. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots, 2 chiffres l'entreprise, s'il vous plaît? Elcom, on travaille à partir de profil aluminium et on fabrique tout ce que veulent nos clients à base de profil aluminium. Donc des structures de machines, des postes de travail, des convoyeurs à bande, à rouleau, des transferts. Et pour le coup, c'est du full sur mesure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de série, on construit vraiment à la demande du client. Ça, c'est pour le coup, en termes de flexibilité, on est en plein dedans. Donc, pour revenir à notre sujet, en échangeant avec ces messieurs, cette belle brochette, comme on disait tout à l'heure, il est apparu en fait qu'il y avait 2 grandes questions sur cette flexibilité. C'est la dimension stratégique et puis la dimension opérationnelle. Donc, on va commencer par la dimension stratégique, si vous voulez bien, avec Pascal. Pascal, pourquoi flexibiliser sa production et comment le faire en fait? Alors, le pourquoi, il est devenu évident dans l'industrie automobile. Il y a un certain nombre d'années, nous étions sur un marché de certitude, les uns comme les autres. Quand on avait besoin d'un véhicule, on savait ce qu'on voulait. Donc les constructeurs connaissaient parfaitement ce qu'ils devaient produire, et donc les besoins qui arrivaient chez nous étaient connus. On pouvait donc se projeter avec des moyens industriels parfaitement définis pour un produit, et donc un amortissement parfaitement défini et clair. Aujourd'hui, l'automobile, petit à petit, depuis 20 ans, a nettement changé. Aujourd'hui, les constructeurs, même nous, en tant que clients automobiles, on ne sait pas ce qu'on va acheter comme véhicule demain. Et donc, il y a une grande incertitude sur les volumes. Quand un client nous demande de produire une pièce, il est très difficile d'en évaluer le volume exact. Donc, il y a des pièces sur lesquelles on va fabriquer des volumes supérieurs à ce qu'on imaginait, et d'autres pour lesquelles on va fabriquer moins. Et pourtant, il nous faut être compétitifs. Parce que la compétitivité en Europe, dans l'automobile, elle est très, très, très forte.
On se doit donc d'avoir un outil compétitif et flexible. Si je dois produire de plus, je dois être capable de mettre en œuvre une capacité de production supérieure très rapidement. Et je dois rester compétitif en coût. Et donc, pour atteindre ces deux objectifs, forcément, on parle d'abord de standardisation des moyens de production et donc de flexibilité. Et pour être performant en coût, dans cette standardisation, je vais y amener de la robotisation. Super. Voilà. Merci. Alors, qui se trouve à côté de vous? Je vais voir dans la salle. Est-ce que quelqu'un connaît le monsieur à la chemise blanche? Oui. Personne? Non, levez la main, Non, ceux qui merci connaissent, quand même. sérieusement. Bon, alors, je vous présente Nicolas Pouclette, et qui est incroyable, on va dire, la personne le local, le Oui. plus local possible, puisque vous êtes de Proxinov, directeur technique. Alors, Proxinov, peut-être que beaucoup connaissent, surprenez-nous. Est-ce que tout le monde connaît Proxinov? Non, pas forcément. Alors, Proxinov, on est deux choses. On a un cluster dédié à la robotique industrielle et un centre technique, un CRT. Notre rôle en tant que cluster, c'est d'animer un réseau de plus de 200 adhérents. Et surtout, on est un centre technique et notre rôle en tant que CRT, centre technique, c'est d'accompagner justement les industriels dans leurs projets d'automatisation, robotisation. Et un des enjeux des industriels, c'est la flexibilité, répondre à un besoin fluctuant. Donc le rôle de Proxinov, c'est vraiment, par rapport à cet enjeu, de trouver les meilleures solutions techniques, qu'elles soient automatiques, robotiques, cobotiques ou plutôt ergonomiques. Voilà, c'est vraiment notre rôle. Et moi, en tant que directeur technique, c'est de manager une équipe de 6 personnes et vraiment répondre aux besoins des industriels. Pierre-Antoine, du coup, pour répondre à la question de comment amener de la performance avec la flexibilité, vous nous dites quoi? Comment le faites-vous? Pour amener de la performance, moi je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut repenser, il faut penser en tout cas sur ces lignes de production à comment est-ce qu'on peut, pour reprendre ce que disait Jacques, comment est-ce qu'on peut modifier très rapidement sa ligne de production, son poste de travail, pour réduire ses séries, ses lots de production, parce qu'aujourd'hui, il faut, avec le contexte aujourd'hui économique, il faut savoir changer très rapidement. Et à l'époque, on produisait des lots de 1000 pièces. Aujourd'hui, il faut peut-être produire que des lots de 100 pièces, parce que le stock a un coût, la production a un coût. Et pour autant, il faut pouvoir basculer très vite. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment la clé d'une ligne de production flexible, mais aussi utile, on va dire, à long terme, c'est comment est-ce qu'elle peut être, la rendre multitâche le plus possible. Super. Et Jack, vous nous disiez des éléments peut-être plus... alors, vous parliez de gaspillage, vous parliez Alors, de... je peux rebondir sur ce que disait Pierre-Antoine, oui, en fait, ça. parce qu'elle a très bien parlé de standardisation. Oui. Et ça, c'est un chemin qu'on a fait chez Moltec, qui avait d'autres noms auparavant. Mais depuis plus de 20 ans maintenant, c'est la standardisation. Et la standardisation très poussée. Donc nous, la flexibilité, oui, c'est-à-dire que la machine doit s'adapter aux nouveaux produits, mais comme vous l'avez dit, Pierre-Antoine, c'est de le faire vite entre chaque batch. Et moi, il y a un point important en tant qu'utilisateur, c'est la machine, en tant qu'utilisateur, en tant que programmateur de la machine, la mettre au point ou la mettre en service avec l'usine, c'est quand j'ai une machine en face de moi, il faut que les mêmes styles de machine, elles se ressemblent pour que je gagne du temps pour la programmer. Donc toute la structure automatisme, qu'elle soit standard, que la chimie il soit standard. Voilà. Donc je retrouve les mêmes paramètres process au même endroit, pour les mêmes process. Donc est-ce que ça veut dire que vous l'utilisateur, n'achetez pas des robots sur étagère ou vous les faites faire sur mesure? on achète des robots sur étagère. Par contre, on spécifie clairement avec nos intégrateurs, c'est on le veut comme ça, programmé comme ça, et je veux que ça ressemble à ça. Et comme ça, quand on fait tomber ça dans l'usine, les gens qui le prennent en main, aujourd'hui, ils ne mettent pas une semaine ou 2 semaines de formation, même dispensée gracieusement par le fournisseur. Je fais venir un outillage, la personne vient dessus, elle n'a pas besoin de formation. Elle sait où trouver les informations, où rentrer les informations. Il y a une petite différence de coût quand je prends sur les étagères ou que je fais sur mesure avec mon cahier des charges? Oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous définissez correctement votre besoin, le fournisseur sait où il va. Lui ne développe pas directement quelque chose qui est hyper spécifique. Donc, quelque part, le fournisseur gagne en clarté, nous on gagne en rapidité. Donc, quelque part, entre les deux, donc, je ne pense pas. En termes d'interface, non. Mais en ROI, C'est une question d'ROI, ça tient la route. Question de ROI, ça tient la route. Par contre, ça, nous, on a la nécessité de maintenir des compétences en interne, c'est clair. Donc, voilà, c'est l'enjeu pour nous d'avoir cette bascule, ce curseur qui
qui est à mi-chemin entre je laisse faire ou je spécifie plus ou moins profondément les choses. Super. Voilà. Nicolas, vous qui avez une vision avec beaucoup de projets gérés tous les ans, comment vous répondriez à cette question de façon peut-être plus globale sur comment je gagne en compétitivité en étant plus flexible? Alors déjà, je répondrai à pourquoi aussi. Donc on a déjà donné beaucoup d'éléments et je rajouterai aussi que en plus de répondre à la demande de saisonnalité des petites séries, on a aussi il y a beaucoup de crises à l'heure actuelle et en fait les entreprises doivent vraiment s'adapter à ces crises, à ces changements de normes et ces crises un peu environnementales ou autres. Donc il faut vraiment aussi rajouter ça en plus, donc ça devient de plus en plus complexe. Donc le pourquoi, c'est voilà, je rajouterai c'est vraiment cet élément. Et alors le comment, mais il y a plein de façons de faire. Donc on a parlé de technique. Il y a aussi, je rajouterai une dimension humaine aussi, l'organisation du travail. En fait, les entreprises sont obligées de aussi sans cesse revoir l'organisation du travail, des postes de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi Alors là, ajouter. vous faites une transition toute menée sur la deuxième question, c'est Ouais. quel management pour, Ouais. pour être flexible, quoi. Est-ce que Ouais. c'est une rupture? Est-ce que c'est normal? Alors, Comment vous le voyez? moi, je trouve que le management, il doit être collaboratif, en fait. Il faut vraiment euh, avoir cette capacité, en fait, aux collaborateurs de différents métiers, de collaborer ensemble, de discuter ensemble, que ce soit les opérateurs, avec les organismes enfin, avec les personnes de maintenance, avec les bureaux d'études. Il faut vraiment mettre en place un management vraiment collaboratif. Il faut laisser cette capacité aux collaborateurs De la d'échanger. co-construction, finalement. Ouais, exactement. Et Ouais. Pierre-Antoine, vous me disiez que vous alliez plus loin avec du lean, avec en mode gestion de projet. Comment Oui, alors, faites-vous? moi je viens du Lean, donc forcément, forcément c'est une discipline qui me plaît, mais tous les projets qu'on a pu mener en interne ou avec des clients, ça a été le premier truc, c'est d'utiliser tous les outils du Lean pour analyser un peu, et après de se dire, avant d'aller modifier, avant d'aller insérer du robot, etc., c'est de se rencontrer avec les opérateurs de qu'est-ce qui cloche, ce sur quoi est-ce qu'on doit travailler, parce que nous on a notre vision de notre côté en disant, bon bah ça clairement c'est du temps perdu. Mais après, une fois qu'on est sur le terrain, peut-être que ce temps-là n'est pas si perdu que ça, alors qu'à l'inverse, on a. Et là, pour reprendre ce que disait Nicolas, je pense que il faut impérativement se mettre avec les opérateurs pour co-construire le truc et qu'ils adhèrent au projet. Parce que sans ça, enfin, c'est les basiques du Lean, mais sans ça, on n'ira pas. Et plus le Lean, presque un mot qui fait un peu peur, mais alors le robot, je pense qu'il fait encore plus peur dans la tête de nos opérateurs, et ça, faut pas l'oublier, faut vraiment les... Oui, parce que vous disiez, on peut aussi passer avec la robotisation d'être du papier à l'ordinateur en production quand on est une Ouais, petite structure. c'est ça. Bah, ça, c'était un peu le challenge chez nous, c'est que moi, quand je suis arrivé il y a 9 ans, je crois qu'on avait un seul PC dans l'atelier. Aujourd'hui, on doit en avoir une vingtaine, mais sur la maison mère. Et ça, c'est un gros changement, surtout avec des opérateurs qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Il faut se mettre à la page, et ça, bah, enfin, on en revient pareil, hein, c'est du management qu'il faut prendre dès le départ, parce que il y a utiliser un ordinateur, et puis après lui mettre un robot à côté. Et alors du coup, vous nous disiez, Pascal, que au-delà de cette mode gestion de projet, en fait, c'est sans arrêt qu'il faut être capable de s'adapter. Il faut une culture du changement. Est-ce que vous pourriez nous en parler de la culture du changement chez vous? Alors, oui, effectivement, et je reviendrai juste sur le Lean. C'est vrai que le Lean a une vertu intéressante. Oui. Le Lean, de base, il intègre la culture du changement dans les réflexions. Parce que la première chose qu'on va chercher avec le Lean, c'est mieux comprendre la manière dont on travaille avec le personnel qui travaille sur les postes et à simplifier notre vision du process. Et cette simplification, elle est hyper importante dans l'approche parce qu'elle permet d'identifier clairement quelles sont les tâches répétées qu'on peut robotiser et quelles sont les tâches complexes sur lesquelles l'opérateur, la personne, l'agilité de la main va avoir une valeur ajoutée.
de sorte que cette machine qu'on va automatiser, si elle n'est pas très compliquée, elle est facile à mettre en œuvre, elle est facile à gérer en termes de changement de fabrication, et la complexité va être gérée par la place de l'homme entre les machines. Et c'est hyper important. Et ça donne de la valeur en plus à l'homme. Parce que souvent, le problème qu'on a quand on amène de la robotisation, waouh, ça fait peur aux gens. Je vais perdre mon boulot. Et oui, je vais perdre mon boulot. Sauf que si dans notre démarche, on a une vraie démarche de simplification et d'identification des tâches complexes, du vissage, par exemple, c'est une tâche complexe pour un opérateur. Il y a une certaine fatigue, il y a des problèmes de TMS. Donc, c'est intéressant d'automatiser du vissage. Et en plus, c'est une tâche qui est facile à répéter sur une large diversité de pièces. Donc, c'est une tâche qu'on va facilement robotiser et rendre flexible. C'est un bon exemple. Le Lean nous a aussi amené, donc ça c'est un exemple, les mauvais résultats qu'on a pu avoir en robotisation, c'est justement quand on a voulu faire trop compliqué. On a essayé une cellule robotisée avec 6 postes. Waouh! On s'est un petit peu planté et on aura du mal à réutiliser cette machine-là. On parlait tout à l'heure d'amortissement. L'amortissement est important. La base d'un moyen industriel, c'est que son taux d'utilisation soit important pour que son amortissement soit bon. Alors, Et pour je que son taux rebondis sur d'amortissement votre, soit bon, il faut qu'il soit simple à mettre en œuvre. Je rebondis sur votre idée de la place à trouver entre l'homme Oui. et la machine. Et du coup, Jack, vous nous avez parlé de polyvalence. Qu'est-ce que ça veut Alors, dire c'est en un termes autre de axe management chez Moltex. En fait, on a quand même une culture, très technique, mais voire même intrusive. Hein, je vous avais dit, on va jusqu'à spécifier certains composants. Pourquoi? Par rapport à l'availability des machines, je ne peux pas avoir 15 000 versions d'automates en magasin. Voilà, il y a toute une question d'efficacité qui tourne autour de ça. Oui. Et en termes de polyvalence, donc je disais, on a une grosse culture de formation dans l'entreprise et de polyvalence, c'est-à-dire que ce soit à l'échelle de l'opérateur jusqu'à même nos fonctions, aujourd'hui, on est en mesure, nous, de faire plusieurs métiers. Donc un automaticien aujourd'hui va être capable de faire de la programmation, par exemple, va être capable de faire du câblage, va être capable d'aller débugger des machines en usine. Mais un très qui est bon pas cariste, forcément- ça vous intéresse plus. Un très bon cariste nous intéresse toujours. Pascal, je pense que tu peux en parler mieux que moi, je pense. Oui, la fonction logistique, dans nos démarches Lean, on a eu une analyse très approfondie des flux logistiques. Et on a réussi avec succès à mettre en place des AMR ou AGV, je ne sais jamais quel mot employer, mais je pense que vous me comprenez, avec un super résultat, parce que ces moyens sont faciles à mettre en œuvre, mais surtout parce qu'on avait standardisé grâce à la démarche Lean les flux. Il faut d'abord standardiser si on veut robotiser. Oui, mais vous Que ce soit de la disiez, logistique celui ou qui de- risque de perdre son Oui. job, c'est celui qui est super bon, super spécialisé, parce que quand même, il y a un moment où on compte et on a besoin de la flexibilité du coup des hommes, puisqu'on est sur des tâches plus compliquées entre l'interface. Et donc, vous cherchez la polyvalence, c'est ça? Oui. Hein, Tout à fait. Et donc, dans cette démarche d'intégration des AGV et des AMR vis-à-vis des gens de la logistique, bien, on a réussi avec les AGV à enlever des tâches qui étaient physiquement dures et fatigantes. Et on a gardé les hommes de la logistique pour l'organisation des AGV, mais bien sûr qu'il y a aussi une économie à trouver. Donc, et sur des tâches qui sont plus complexes, comme les rangements dans les magasins. C'est un petit peu plus complexe que de transporter des packaging entre les lignes de fabrication et le magasin. Donc le transport, on l'automatise. Le rangement dans le magasin, je sais que c'est automatisable, mais pour l'instant, on l'a gardé avec les caristes. Parce que c'est plus complexe. Et donc, on parle de culture, on parle de gestion de projet, on parle de Lean. Et Nicolas, vous insistiez sur le fait que c'est de l'amélioration continue. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors pour moi, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que un projet va pas se terminer une fois que j'ai installé mon robot, mon AGV. En fait, pour moi, c'est vraiment le début du projet où on doit vraiment intégrer une amélioration continue suite à l'intégration d'un moyen automatisé, robotisé. Où pour moi, c'est vraiment le début du projet où je dois sans cesse me poser la question de est-ce que mon moyen fonctionne bien, est opérationnel? Est-ce que je ne dois pas l'améliorer? Est-ce que je dois pas reformer mes collaborateurs à l'utilisation de mon moyen? Justement pour essayer sans cesse de trouver des solutions, répondre à des petits grains de sable qui pourrait y avoir dans l'engrenage et résoudre des petits problèmes au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on essaye d'inculquer aux entreprises, c'est de vraiment intégrer cette amélioration continue en entreprise.
de réaliser des audits de production, de renvoyer des collaborateurs en formation. Ouais, il y a plein de solutions pour intégrer vraiment cette amélioration continue. Super. Donc on n'a pas pu s'empêcher, parce que le sujet, il n'est pas que stratégique, hein, vous l'avez vu, il est aussi opérationnel. Et donc dans les dimensions ou les questions plus opérationnelles qu'on a évoquées ensemble, il y a la première question qui me paraissait drôlement intéressante de revoir la planification des ateliers. En quoi, peut-être Pierre-Antoine, en quoi dans une PME, il est possible de revoir une planification en utilisant de la robotique ou de l'automatisation? Euh, alors, si je prends l'exemple chez nous, on n'a pas de robot à proprement parler sur notre ligne de production parce qu'on fait que du sur-mesure. Par contre, on a des stockeurs automatiques. Ça, c'était un gros projet chez nous, mais c'est un projet qui nous a permis. Enfin, on est parti vraiment de rien. C'est-à-dire que le premier besoin, c'est on a besoin de place. Et après, on s'est dit, bah, on a besoin de place, qu'est-ce qu'on peut faire? On a exploré. Et notre première idée n'était pas de mettre ces stockers-là. Et en faisant ça, on a commencé à se dire, on va peut-être diviser l'atelier en plusieurs parties, puis on va identifier ces parties-là. Et puis, alors je vais dans le très concret, mais on a mis de la couleur dans notre atelier. On a divisé les îlots en couleurs. Et du coup, on a mis des caisses de couleurs. Et en fait, ce qui fait que notre projet à la base de dire on va gagner de la place, on va mettre des stockers, est rentré dans un projet complet d'amélioration continue où, pour le coup, on est vraiment parti de j'ai un besoin qui était d'avoir de la place. Et au final, bah, j'ai gagné du temps, des hommes, de la clarté dans l'atelier. Et c'est pour ça que je pense que ces projets-là, enfin, comme disait Nicolas, c'est des investissements qui sont quand même assez chers. Et il faut pas hésiter à les remettre en question et aller plus loin. C'est prendre tout le contexte qu'il y a autour. Et puis, le jour où on se repose la question, c'est de se dire, bah, le robot, on peut le transformer, on peut le retravailler. C'est pas, on l'a acheté, il marche de cette façon et on s'arrête. Ça veut dire que toujours vous le remettre. insistez sur le fait qu'il faut avoir un cahier des charges précis, même si au départ on n'imagine pas toutes les dimensions. Il ne faut pas regarder que le budget, C'est ça. hein, il faut regarder aussi. Il faut aller au-delà, en fait. Il Aller au-delà. faut vraiment prendre l'ensemble du périmètre et même plus loin, en fait. Il faut vraiment prendre un maximum de recul parce qu'on peut faire beaucoup de choses en plus d'avoir juste cette partie de Et robotisation. là, Jack, dans votre cahier des charges, vous allez très loin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, on va spécifier jusqu'à très loin la partie méca, la partie auto et puis l'interface utilisateur. Et ça nous permet de savoir exactement jusqu'où on peut aller en fait. Et puis à un moment donné, comme voilà, s'il y a des projets de plus grande envergure, on va se poser la question, on sait ce que c'est faire la machine parce qu'on la connaît par cœur. Et ben, peut-être qu'il va falloir faire une rupture technologique à un moment donné et puis inventer un nouveau standard. Donc à travailler avec des intégrateurs, mais ça se fait un peu en amont, ça. On ne peut pas le faire Donc vous avez des l'instant T. équipes qui sont capables de ça, vous avez de la R&D, vous avez un bureau d'études, comment c'est Alors, organisé? Il y a quand même une structure au niveau du développement, à peu près 150, parce qu'à peu près, répartis entre produits et puis process commerciaux, enfin toute la partie non opérationnelle usine. Et donc en fait, on travaille vraiment de manière main dans la main entre les gens qui font de l'innovation produit. Donc en amont, à 2 ans, 2 ans et demi, on va dire aujourd'hui, on sait à peu près ce qui va arriver sur le marché. Et donc c'est notre rôle aussi en termes d'innovation de travailler avec nos fournisseurs pour quand il y a une techno qu'on ne maîtrise pas ou voilà, on ne sait pas trop comment on va faire, d'imaginer quelque chose qui s'intègre déjà dans notre standard ou pas, pour pouvoir en créer un ou pas. Et puis derrière, on avance comme ça en fait. Vous auriez un exemple à nous donner, Pascal, d'innovation réussie sur l'intégration d'un robot, d'une automatisation? Bon, il y a des choses tout simples, et d'ailleurs qu'on trouve à plusieurs exemplaires ici. Hein. J'ai dit, enfin, une réussite pour moi, c'est une machine qu'on sait utiliser sur le long terme, sur une grande diversité de produits, et qu'on met en œuvre facilement. Puisque de toute façon, quand je dépense 100 000 euros sur une machine, alors c'est vrai que quand on cherche à avoir une machine standard, elle va me coûter un peu plus cher qu'une machine spécifique. Une machine spécifique, j'envoie un cahier des charges à un client en disant voilà le produit, voilà ce que je veux. Si la machine spécifique coûte 100 000 euros, c'est vrai que si je cherche à avoir une machine standard, je vais chercher à avoir des éléments qui sont démontables, je vais chercher à avoir des fonctions supplémentaires, c'est-à-dire je ne vais pas m'intéresser qu'aux produits, je vais m'intéresser à une famille de produits. Ce que je vais gagner, c'est le temps d'utilisation de ma machine sur la durée et la durée de vie de la machine. La durée de vie d'un produit, c'est 5 ans. Donc, si je fais une machine pour un produit, au bout de 5 ans, je la mets à la poubelle. Et c'est même embêtant parce qu'après, je suis obligé de faire des petites séries pour les pièces de rechange. Ce que je vais chercher dans une machine standard, c'est à l'amortir sur 10 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, là où on a une parfaite réussite sur quelque chose qui est très simple,
c'est des machines de distribution d'accessoires avec des robots. J'en ai vu 2 ou 3 à côté. C'est quelque chose de très simple. Nous, on a lancé une gamme de machines. On a une dizaine de machines, et 10 fois la même machine dans l'atelier. Ces machines-là, elles ont un taux d'utilisation de 3 à 4 000 heures par an depuis 10 ans. Et je sais que je vais encore les utiliser pendant 10 autres années. Peut-être que je vais avoir besoin de changer mon système de vision, parce qu'on peut avoir de l'obsolescence sur un composant. Mais c'est une machine qui est suffisamment simple pour être répétée en utilisation sur une grande diversité de produits et être performante, parce qu'elle est simple. Super, Voilà. merci. Donc Nicolas, je rebondis sur l'idée de la rupture de Jack ou du changement un peu de technologie évoqué par Pascal. Vous, à Proxinov, vous faites des états de l'art. Qu'est-ce que vous voyez comme futur pour amener de la flexibilité dans la production? Moi, je vois beaucoup de nouveaux produits qui arrivent sur le marché. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'objets connectés, on parle de logiciels. Un exemple que je pourrais citer qui a bien fonctionné, c'est une entreprise, une petite PME d'une quinzaine de salariés, donc spécialisée vraiment dans le soudage, dans un sous-traitant pour le monde agricole, automobile et autres. Et ils avaient déjà un robot de soudage qui avait une quinzaine d'années, qui fonctionnait très bien, mais qui était pas du tout adapté à la petite série. En fait, il passait énormément de temps à la programmation, au changement d'outillage, etc., etc. Et en réalisant rapidement un audit et des états de l'art, on a vite identifié que le robot était performant, il fallait rien faire sur le robot, mais il fallait vraiment travailler sur la façon de programmer ce robot. Et en faisant voilà, un état de l'art, on a vraiment spécifié quel était le bon outil. On appelle ça de la programmation en ligne. Donc c'est des algorithmes et des logiciels qui permettent en fait de programmer une cellule robotisée qui avait quand même une quinzaine d'années. Et du coup, en l'espace, avec un simple investissement d'un logiciel, l'entreprise a pu diviser par 10 son temps de programmation et du coup plus facilement répondre à la petite et moyenne série. Donc en fait, on le voit, l'apport de nouvelles technologies comme le logiciel, comme des capteurs et autres peuvent permettre de répondre aussi à ce besoin de flexibilité. Et pas penser par exemple, cette entreprise, tout de suite, son premier réflexe a été je jette ma cellule et j'en rachète une autre beaucoup plus récente pour pouvoir répondre à ma petite et moyenne série. Donc la flexibilité, ça peut être gagner du temps pour Ouais. faire des changements. Ouais. Ça peut être quoi encore? La question qui tue. Il y en a qui ont des idées dans la salle? Vous êtes des malins. Ça peut être aussi en qualité. Aussi, on peut rajouter aussi, je reprends cet exemple-là de cette entreprise, en fait, le fait d'avoir ce moyen, ce logiciel a permis aussi d'avoir des pièces de meilleure qualité. Et surtout, en plus, on a pu, vous pourrez aller voir après dans l'usine pilote de Proxinov, il y a plusieurs adhérents de Proxinov qui proposent ce type de logiciel. En fait, c'est des logiciels qui permettent en hors ligne aussi de faire de la préparation de programmes, etc. Donc d'optimiser vraiment des programmes de soudage ou d'autres programmes, d'autres applications. Pascal nous parlait aussi de sécurisation. Oui, j'allais aussi parler dans la flexibilité. Donc la sécurisation, c'est vrai. La sécurisation, en fait, la flexibilité, c'est la capacité, je l'ai dit tout au début, à produire sur les mêmes machines avec un niveau de qualité, c'est vrai, un niveau de qualité et un niveau de performance en coût de production qui soit le même pour des variations de volume très importantes, de 1000 pièces par an à 1 million de pièces par an. Parce qu'en fait, on peut faire 1000 pièces par an et 1 million par an. Et nos clients en ont besoin. Nos clients ont besoin de cette proposition d'être capable de faire 1000 pièces par an. On l'a vu récemment pour les véhicules hydrogène. Oui. C'est peut-être l'avenir. Donc une entreprise comme la nôtre, elle a besoin de accompagner les clients sur les moteurs traditionnels aujourd'hui, les moteurs essence et diesel, où on va produire 1 million de pièces par an, et on vit avec ces produits-là aujourd'hui. Mais nos clients ont besoin aussi qu'on les accompagne pour produire des pièces pour les véhicules hydrogène, pour lesquels l'an dernier, Stellantis a dû produire 1000 véhicules. Et sur ces 1000 véhicules hydrogène, il y a du vissage, il y a du collage, il y a de la soudure, il y a du contrôle, etc. Et ils nous demandent d'être capables de les produire avec un investissement très limité. Avec nos machines flexibles dans lesquelles les outillages sont faciles à mettre en œuvre,
bah, on est capable d'investir un petit outillage qu'on va monter sur les 250 jours de production dans l'année, on va les monter 2 jours dans l'année, mais on aura la qualité et on aura la proposition au client. Et nous, en tant que fournisseur, on va être présent sur les véhicules hydrogène. Donc le jour où les véhicules hydrogène vont se développer, ce sera donc une perte de volume qu'on aura sur les anciennes générations, on sera aussi présent sur les véhicules hydrogène. Et cette agilité industrielle, elle est indispensable face au monde de l'automobile qui est quand même très, très, très incertain aujourd'hui. C'est ça. Et vous nous disiez, on ne peut pas prévoir, même pour l'année prochaine, hein, les volumes, quantifier et les types même de produits à faire. Il y a un an, on nous disait que tous les véhicules diesel vont s'écrouler en 2025. Bon, c'est vrai qu'on fabrique moins de véhicules diesel qu'il y a 3-4 ans, mais ils ne se sont pas écroulés cette année. Heureusement, notre outil de production est flexible. Mais on ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer. C'est vraiment un élément important, cette agilité industrielle, aujourd'hui, enfin dans notre domaine, et je pense que c'est certainement dans d'autres domaines également. Donc on voit l'intérêt de la flexibilisation pour les petites séries, pour la personnalisation de la production, vous nous avez dit, pour gagner du temps, pour optimiser les process aussi dans l'amélioration continue, pour planifier l'atelier grâce au lien avec le RP et avec des spécifications précises de cahier des charges. Vous nous avez donné quelques exemples. Peut-être que vous pourriez détailler en quoi ça a été une vraie réussite, cette installation des armoires automatisées. Comme tout projet, on a suivi la courbe du changement, même si on l'a bien préparé. Moi, ce qui fait que ça a bien marché, c'est que je l'ai fait avec notre responsable logistique qui a à peu près 30 ans de société, qui ne manipulait pas un ordinateur jusqu'à il y a 9 ans. Donc, je pense qu'au final, ma plus belle réussite, elle est là. Ah oui, c'est ça. Mais le fait que ça ait marché, c'est que ce soit... il a été inclus dès le départ. Mais on est arrivé à un niveau où de toute façon on n'arrivait pas à sortir plus de pièces, c'était pour le magasin, on n'arrivait pas à sortir plus de pièces que là où on était aujourd'hui. Donc il fallait trouver une solution et ça a bien marché, le démarrage a été très compliqué, comme tout projet. Mais pour autant aujourd'hui je sais que mes opératrices qui sont devant les machines, pour rien au monde elles reviendraient en arrière. Et est-ce que vous avez des indicateurs de cette réussite en fait? Comment vous l'évaluez? Alors, des indicateurs purs, dédiés au projet, non, on a fait un ROI qui était plus qu'excellent. Par contre, des indicateurs au quotidien sur les machines, non, aujourd'hui, j'ai C'est pas. plutôt des échanges avec les opératrices Ouais, c'est ça. qui vous permettent de valider, quoi. Après, je le vois parce qu'au nombre de lignes qui sont sorties par jour, etc., ça, je peux surveiller. Mais pour autant, voilà, je vais pas plus loin que. D'accord. Est-ce que vous-même, Jack, vous avez des indicateurs de suivi de réussite de projet? Alors, c'est Pascal qui suit les On parlait indicateurs. d'AGV tout à Et l'heure. il me disait encore tout à l'heure, de toute façon, le meilleur indicateur, c'est le nombre de pièces qu'on sort par ligne. Donc, voilà l'indicateur. Tous les jours, plus je sors de pièces, c'est-à-dire que plus je suis efficient. Donc, c'est notre objectif, en fait. D'accord. Et donc là, la flexibilité vous renforce dans cette capacité-là, quoi. Alors peut-être pour finir, enfin pas tout à fait, mais vous avez rencontré des vraies difficultés. On en a déjà un peu parlé avec le passage du papier à l'ordinateur, mais vous en avez donné d'autres. Et entre autres, elles ont été évoquées aussi ce matin par Caroline Gravier sur le savoir-faire et la difficulté, en fait, quand on passe sur plus d'automatisme, plus de robotisation, comment faire pour ne pas perdre de savoir-faire technique? Qu'est-ce Jack, peut-être une réponse là-dessus? Je ne sais pas si je suis plus à même, mais bon, en fait, comme je disais, on a une culture technique forte, donc c'est toujours difficile de dire comment on fait pour garder les gens. Oui. En fait, c'est ça le gros sujet. En fait, il faut réussir à... On fait des petits pains aujourd'hui, hein, on va dire comme Pascal, on fait des petits pains standards, très bien. Il faut aussi intéresser les gens sur des choses qui sont de l'innovation. Et je pense que c'est en partie là-dessus qu'on arrive à les retenir. C'est-à-dire que, ok, il y a peut-être 80%, c'est du volant tous les jours. Puis il y a 20%, là, c'est un truc qui fait briller un peu les yeux, quoi. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça, hein, pour tous les métiers d'ailleurs. Hein. Alors, vous nous parliez de formation aussi à Proxinol? Ouais, pour moi, c'est important. Alors, avant, peut-être la formation, c'est, moi j'appelle ça de l'acculturation. En fait, il faut vraiment donner la possibilité à son personnel, à ses salariés, en fait, de
de s'intéresser à la nouveauté, en fait. Ce type de salon permet de faire ça, mais il y a plein d'autres façons de faire pour vraiment montrer ce qu'est l'innovation et qu'est-ce que cette innovation peut m'apporter au quotidien. Donc rien que ça, voilà, de s'acculturer, d'aller sur des salons professionnels et d'aller voir aussi des sites de production qui ont déjà intégré de la nouveauté et de l'innovation, ça permet vraiment de déjà mettre cette première graine d'innovation Et de ces salariés. Pierre-Antoine, vous m'avez aussi surprise parce que vous avez parlé d'image avec la robotisation et l'automatisation vis-à-vis des recrutements. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que enfin, en tout cas chez nous, c'est assez dur de recruter du personnel qualifié, de les garder. Et je sais que quand ils voient des robots, quand ils voient que c'est un peu, ça fait briller, en tout cas dans les yeux des jeunes qui sortent de l'école aujourd'hui, ça donne plus envie que de voir nos vieilles industries qu'on peut avoir, qui ont quand même une image assez terne, même si le blason se redore, mais on a quand même encore l'image des vieilles tables à souder, etc. L'industrie poussiéreuse. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans une industrie qui est de plus en plus propre, de plus en plus propre. On peut même dire quasiment sexy, hein, avec les robots, ça devient vraiment. Et ça, je trouve que ça peut donner envie aux jeunes. Et Pascal. Oui. Ah, les plus sexy, nous, dans l'atelier, c'est les AGV. À chaque visite de l'atelier, à chaque visite de Ces petits robots de- qui circulent ouais, à tout chaque seuls. visite de Ouais. l'atelier, j'ai pas une seule personne qui s'arrête pas devant les AGV et qui les regarde fonctionner, et je vois les yeux qui voient. Alors ça, on a mis en route les AGV il y a 2 ans et demi, 3 ans, et c'est fabuleux en termes de communication. Je vais revenir sur le savoir-faire et les métiers, et on en a parlé plusieurs fois depuis le début. On a commencé, nous, notre stratégie industrielle de développement de la flexibilité, et puis dans un deuxième temps, en essayant de la robotiser pour de la standardisation, puis en essayant de robotiser après pour la rendre performante, il y a une vingtaine d'années, parce que face à ce changement qu'on voyait bien arriver dans l'automobile, et puis parce que chez nous, on avait une grande diversité, et à un moment donné, on a fait un choix aussi de ce qui était essentiel pour nous et qui ne l'était pas. On a clairement décidé qu'il était essentiel pour nous d'être acteurs dans le choix des machines, dans le design des machines, et de travailler avec notre personnel via des chantiers aux Chine avec nos opérateurs. C'est un choix et nous sommes maîtres d'œuvre. Il y a toute machine qui est réalisée chez nous, on est propriétaire des plans, on est capable de modifier la conception de machine s'il le faut. C'est pas beaucoup de personnes, c'est 2 ou 3 personnes hein, qui travaillent sur ce domaine-là, c'est pas 50, hein, c'est que 2 ou 3. On a décidé aussi qu'on doit être propriétaire de nos programmes, parce que ça, c'est un enjeu essentiel. On parle de flexibilité beaucoup, et j'ai vu tout à l'heure, en faisant le tour d'ailleurs, que les fournisseurs de robots travaillent beaucoup sur la simplification de la programmation. C'est essentiel, parce que la flexibilité, il y a un élément important, c'est la capacité à programmer et à changer nos programmes rapidement, et à mettre en œuvre des programmations qui soient simples et compréhensibles, et sur lesquelles on puisse être acteur. Parce que quand je vais amener un nouveau produit, je vais vouloir mettre en œuvre le programme qui correspond au nouveau produit en un clin d'œil. Ce sur quoi on a fait une croix, définitivement, c'est la réalisation des machines. Tout comme les moules d'ailleurs. C'est pas notre métier, faire du copeau. C'est pas notre métier d'assembler une machine, de fabriquer des profilés. Attention, ça coûte cher. Nous ne voulons pas être main-d'œuvre. C'est quelque chose qu'on veut acheter et qu'on achète. Et on a estimé que c'était pas dans notre savoir-faire prioritaire. Voilà. Donc c'est important dans les savoir-faire. Et le dernier point sur lequel on veut être propriétaire, c'est le réglage de la machine, la mise au point des paramètres. C'est un métier, c'est notre expertise. C'est ça qui donne la qualité de la pièce. Donc il y a vraiment des endroits où on a décidé d'avoir des experts, et d'autres endroits où on a décidé d'éliminer la fonction. Super, merci beaucoup. Peut-être pour finir, des questions plus opérationnelles sur les outils que vous avez utilisés pour mettre en place les démarches de flexibilité. Alors, vous aviez parlé d'un certain nombre d'outils, et peut-être du diagramme spaghetti. Ouais, bah, nous, dans le cas des armoires, pour faire le ROI, ça a été un outil, un des premiers outils et des plus importants. Parce que le travail diagramme spaghetti, c'est celui qui permet de suivre les allers-retours des opérateurs et donc de mesurer un peu le temps qu'on passe à se déplacer. C'est un peu ce qui pourrait être utilisé pour faire des AGV. Après, pour moi, je démarre toujours par un bon chantier 5S, histoire de tout mettre à plat et que ce soit propre. Et après, on travaille.
Est-ce que certains d'entre vous ont essayé le Kaizen ou non? Vous ne le mettez pas en place? Ou l'APS? Ouais, le Kaizen, c'est des chantiers one-shot, donc ça, Ouais. ça marche. Nous, on l'a fait sur, sur un poste bien particulier, on y va, mais c'est du one-shot enfin, je prends comme one-shot, mais c'est-à-dire qu'on y va, et pendant une semaine, on va travailler sur ce poste-là et on va le revoir. D'accord. Et vous le travaillez avec qui alors? En général, moi, je prends le chef d'îlot, plus les opérateurs qui sont sur le poste, et le but, c'est que ce soit eux qui amènent la réflexion pour, encore une fois, avoir plus d'adhésion, puis parce que c'est vrai que c'est eux qui sont dessus tous les jours, donc c'est eux qui connaissent ce qui est bien, pas bien, Et pénible. c'est lié avec votre management visuel? Ou pas? Alors ça peut, c'est-à-dire qu'on va en mettre forcément un moment, parce que moi j'aime bien que ce soit bien rangé, donc on va en mettre, mais le management visuel, c'est un outil parmi d'autres. Et, Nicolas, vous parliez de la carte des flux. Oui, moi j'utilise toujours des outils du Lean, j'utilise la VSM, la cartographie des flux de valeur. Et en fait, cette cartographie, on peut la faire à un instant T, et puis on va résoudre un point bloquant dans cette cartographie. Mais moi, j'aime bien aussi proposer en fait une cartographie, mais vraiment en temps réel. C'est-à-dire qu'avec un peu d'intelligence artificielle et des capteurs aussi sur des machines, on va pouvoir vraiment en temps réel avoir cette cartographie et jouer en temps réel sur mes goulots d'étranglement, sur un temps de stock intermédiaire trop long ou sur un TRS d'une machine qui est trop faible. Et grâce à cette cartographie, on va pouvoir vraiment en temps réel jouer sur, sur ce goulot en fait et pouvoir répondre rapidement en fait à un point bloquant. Donc moi j'utilise tant la VSM pour faire voilà un instant T, mais aussi proposer un peu ce jumeau numérique en fait de mon atelier aussi en temps réel et répondre à Je veux vous des problématiques. réagir, Pascal. Vous vouliez aborder Oui, on parle beaucoup du Lean qui, lui, va intervenir sur des chantiers d'amélioration continue sur des postes qui sont en production. Mais c'est vrai aussi que quand on parle de conception, de développement, de stratégie avec une gamme de machines standards, robotisées, etc., on va dans ce cas-là travailler en conception. Donc effectivement, on va essayer de faire des analyses VSM pour imaginer les flux et optimiser les flux à l'intérieur de la cellule de production. Et il y a un autre outil qui nous a apporté beaucoup d'efficacité en conception, c'est, je suis pas sûr d'avoir le bon terme, la virtual réalité, la simulation virtuelle de l'interface entre l'opérateur. On parle toujours de la place de l'opérateur et de la machine, hein. Voilà, quand on parle de robotisation, moi il y a une chose sur laquelle j'ai fait une croix dans notre métier, c'est la ligne complètement robotisée. C'est toujours une ligne avec une partie opérateur et une partie machine. Et donc cette interface entre l'opérateur et la machine, il est important de pouvoir la simuler. Alors les outils maintenant sont formidables, hein. Moi je suis peut-être un peu vieux pour ces genres d'outils, mais je trouve ça formidable. Et là, il y a vraiment un point clé dans l'optimisation qui est important. super. Merci beaucoup. Un petit complément? Rapidement, peut-être, on parlait de la data un petit peu, parce qu'on en a parlé un petit peu. Donc la partie data, aujourd'hui, on a quand même pas, on a démarré quand même il y a longtemps, mais on a aujourd'hui un bel outil qui est sous la gouvernance de Pascal, qui te permet de compter exactement ce qu'on fait par machine. Et donc ça, en termes de décision journalière, donc ça ressort des reportings journaliers, donc il y a des points qui sont faits tous les matins. Ça permet de prendre les bonnes décisions sur où je mets les efforts, qu'est-ce qui pose problème, est-ce qu'elle est, voilà. Quand on voit qu'il y a une machine qui est en difficulté, qu'est-ce qui est en difficulté, bon, ça permet aussi d'allouer les ressources Et la qui sont maintenance, limitées. c'est vous qui la faites aussi? Alors non, je fais pas la maintenance, c'est un service de Pascal, mais Dans un autre l'entreprise. service de Pascal dans l'entreprise, mais on a fait aussi la maintenance. On est très, très intégré aussi en termes de maintenance. Et donc en fait, cette data de savoir où sont nos problèmes, il y a encore 10-15 ans, ça n'était pas le cas, où c'était sur un cahier de réglage. Aujourd'hui, c'est quasiment tout automatisé, donc, avec un reporting journalier. Impressionnant. Et on est en train de faire la bascule sur des data process, c'est-à-dire que maintenant on va savoir aussi, par rapport à nos process, donc c'est en cours, si nos process dérivent. Pour anticiper aussi, effectivement, il y a des problèmes de machine, des problèmes de process, donc c'est toujours un peu lié, hein, souvent, hein, en termes de défaillance. Voilà, si on voit comment quelque chose commence à dériver côté process, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose côté machine.
Eh bien, on arrive au moment de la conclusion, messieurs. Donc, ce que je vous propose, peut-être, c'est chacun donner un élément clé pour conclure sur comment on peut, ou pourquoi on peut, ou les difficultés, la recommandation que vous aimeriez faire à notre public nombreux et sacrément à l'écoute. Hein. Oui, oui, je suis impressionnée. Donc, je ne sais pas, Pierre-Antoine, petite conclusion? Voilà, moi j'ai envie de dire que si on envisage d'automatiser et de robotiser, c'est des investissements qui coûtent cher. Oui. En plus, la période en ce moment n'est pas forcément adéquate. Et je pense que si vous faites des recherches, enfin, ça va redire ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais il faut vraiment prendre le projet au global et aller encore plus loin parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de gains et plus que ce qu'on avait initialement prévu. En tout cas, nous, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur nos stockers, ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on a eu un premier ROI sur la place gagnée et sur le temps gagné. En fait, par rapport à tout ce qu'on a pu mettre dans le projet, on a gagné beaucoup plus. Et ça, on a pu le chiffrer après. Et donc, pour moi, je pense que il faut aller très loin et très large quand on veut faire de tels investissements. Super. Très loin et très large sur le cahier des charges, mais en même temps, si j'ai bien compris, vous dites qu'il ne faut pas vouloir tout automatiser. Ouais, Il faut c'est ça. bien choisir Ouais. ce qu'on veut Mais il faut automatiser. Une garder du partie, quoi. savoir-faire et puis faut bien identifier. Ouais. Parce que si on prend l'exemple des AGV, les déplacements c'est pénible, mais effectivement la mise en rayon aujourd'hui, c'est Au-delà du compliqué. discours des cadres, on est Au-delà d'accord. ouais. Merci, Pierre-Antoine. Jacques? Moi, je dirais, en tant qu'utilisateur, je dirais, aujourd'hui, on est dans une ère où on rentre dans une ère où vraiment on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, des choses très compliquées. Donc, faisons des choses compliquées, mais faisons-les simplement pour les utilisateurs. Wow. Comme aujourd'hui, on parle à son téléphone, demain, et si on parle de nos machines, Ouais. ce serait beau quand même. Eh oui. Voilà. Donc cette flexibilité, rendre le robot ou l'automatisation flexible, ça veut dire qu'il est presque comme un humain avec une interface aussi facile où on puisse lui Pourquoi pas. parler et échanger, quoi. Waouh. Quel programme, hein. Merci Jacques. Pascal. La règle quand même, c'est de bien décomposer on parlait tout à l'heure d'outils de VSM, etc. Mais la vertu de tous ces outils-là, c'est de bien décomposer. Décomposer nos process, nos opérations, de sorte que là où on va automatiser, c'est forcément un endroit où on va mettre de l'argent. On doit être sûr que l'endroit où on met de l'argent, on est sur une opération qu'on va pouvoir répéter et sur une machine pour laquelle on aura un taux d'utilisation important. Quand je mets 200 000 € dans une machine avec un robot, cette machine, on est sur une usine qui tourne 24/24, cette machine, j'aimerais bien qu'elle tourne au moins 3 ou 4 000 heures par an. Et si je réussis, c'est un point clé, si je réussis à faire une machine qui va tourner 3 ou 4 000 heures par an, j'ai gagné. Donc Et un c'est là tour où de la force. décomposition et la simplification de la vision industrielle est importante. Si je fais une machine hyper compliquée qui fait plein de choses, de toute façon, je n'arriverai pas à l'utiliser beaucoup. Ou elle va dépendre d'un produit, d'un marché. Et comme ce produit, je ne maîtrise pas complètement, je ne maîtrise pas son taux d'utilisation et son amortissement. Donc, pour moi, l'élément clé, c'est décomposer par opération et cibler notre investissement sur des points sur lesquels je suis sûr d'avoir une bonne utilisation de l'outil industriel. Avec Et un sur la outil durée. propriétaire. Super, merci. Et Nicolas, last but not least. Moi, je rajouterais comme élément clé, c'est vraiment pour piloter la flexibilité, il faut vraiment que les entreprises soient inscrites vraiment dans la culture du changement. En fait, il faut que les industriels, les directeurs, les responsables de sites aient vraiment envie en fait d'innover, de vraiment se lancer dans le changement. Cette maturité en fait cette maturité de changer en fait d'innover. Et vraiment la clé de réussite, on le voit hein, avec des PME, alors, beaucoup de PME, mais aussi des ETI, vraiment cette faculté d'innover et de changer aussi les mentalités. Et en fait, on voit que c'est ces entreprises qui y arrivent et qui réussissent. Simplement, voilà. Donc, ouais, la culture du changement, ouais, je rajouterais ça. Ouais. Super, merci Nicolas. Alors maintenant, on va s'adresser au public, on va les faire un peu travailler, réfléchir à la question qu'ils ont envie de vous poser, face à la richesse de vos présentations. Mais d'abord, on voudrait savoir qui ils sont. On est d'accord? Donc, qui est-ce qui travaille dans l'industrie ou pour l'industrie? S'il vous plaît, levez la main. C'est pas mal. Alors, il y en a qui, on ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Qui est étudiant?
On peut demander. Ah, et dans le fond, hein, toujours les mêmes, hein, dans le fond. Près du radiateur. On vous a allé près du radiateur, là, aujourd'hui, près plutôt de la fenêtre, mais pas de jugement de valeur, on n'est pas... Qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Qui a trouvé ce débat intéressant? Attention, ceux qui ne lèvent pas la main. Alors, monsieur, vous ne levez pas la main. Quelle est la question que vous avez et qu'est-ce qui vous a manqué? Mais non, tant pis. Alors, votre collègue à côté, il n'a pas levé la main, ça c'est sûr. Oui, vous. Ah, voilà, tout le monde Non, mais c'est vrai que c'était tellement riche. Non, sérieusement, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Oui, dans le fond. Alors, j'arrive. Oui, Oui. très bien. Si vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Vincent, je représente une structure qui est un bloc d'innovation football numérique, qui est partenaire de Proxinov sur les projets de R&D collaborative, notamment sur cette thématique de l'agilité dans la production. Et pour faire le lien aussi avec la conférence de ce matin sur comment intégrer le paradigme de l'économie circulaire avec encore plus une extrême variabilité dans les entrants et dans la caractérisation de la qualité des sortes. Et j'avais une question un peu technique sur l'enjeu d'interopérabilité, puisque la flexibilité, effectivement, on a parlé de rendre flexibles comme vous l'avez dit, les déposés et les notes de modules pour être flexibles, et après tout ça, il faut que ça marche ensemble, et donc il faut que ce soit interopérable. A fortiori, si un jour on veut les piloter avec la voix, c'est ça. il faudrait que tout le monde arrive à parler français. Donc est-ce que ça, c'est des choses, des difficultés que vous avez rencontrées de manière opérationnelle, et comment vous avez abordé cette question de l'interopérabilité entre les différents équipements dans cette enjeu de flexibilisation? Alors, qui est-ce qui veut parler de cette question? Parce que là, on l'a déjà un peu évoqué, effectivement, sur au moins deux exemples. La capacité à avoir des logiciels faciles pour l'échange. Il y a le côté aussi lien avec le RP que vous avez évoqué, qui est peut-être une problématique ou un début de réponse. Et puis vous nous avez parlé aussi de qu'est-ce qui pourrait faire... J'avais une autre idée, je viens de la perdre. Pascal. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à répondre à ce sujet. C'est sûr que l'interface homme-machine peut être un frein. Et on a besoin de travailler. Je ne sais pas si c'est bien le sujet dont on veut parler. Interopérabilité, c'est bien entre deux machines ou entre l'homme et la machine? Communiquer. C'est les deux. C'est les deux, hein. Effectivement, C'est ça. Il y a une part d'interopérabilité qui est très importante pour l'interface homme-machine, donc ça se comprenne. Et puis les différents équipements, il faut qu'ils se comprennent aussi et qu'ils arrivent à se coordonner entre eux. Ouais. Après, bon, c'est pas mon domaine. C'est un peu technique, mais c'est clair que c'est un point important parce que on a une recherche quand même, de mise en œuvre d'un process de production. On veut que ce soit simple et rapide. Et pour que ce soit simple et rapide, on s'aperçoit qu'on peut très rapidement buter sur l'interface de programmation, l'interface de mise en route, les échanges entre les machines. Alors là, dans l'automobile, on est souvent lié. On nous demande souvent d'avoir des liens entre les machines pour des raisons de qualité zéro défaut. C'est un vrai sujet sur lequel aujourd'hui on a encore trop souvent les gens de la qualité qui discutent en direct avec les automaticiens. C'est bien, ils se comprennent. Et c'est un peu le travail que décrivait Jack, non? Avec la précision sur les cellules, que vous allez jusqu'à la standardisation. Ouais, ils se comprennent, mais ils finissent souvent par faire des choses compliquées. Et là, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Voilà, j'ai pas de réponse à votre sujet. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je constate que dans les échanges dans mon entreprise, ce sujet parfois est compliqué. Oui. Peut-être que Jack. Oui, Alors, l'interopérabilité, j'ai du mal à le dire, entre les machines, c'est un vrai problème. Un vrai problème. En fait, industriel, nous, on n'a pas la solution. En fait, elle est chez les intégrateurs. Parce que le truc, c'est qu'il faut que, globalement, soit les pouvoirs publics, soit vous intégrateurs, vous établissiez des normes, quoi. Parce que quand vous discutez différemment avec un robot qui fait la même chose et qui n'a pas les mêmes normes derrière, quelque part, je trouve qu'il y a un problème.
C'est comme Apple qui sort sa prise standard USB. Maintenant, il était forcé de passer en USB-C. Ben, c'est un peu la même chose. Alors vous, effectivement, en tant qu'intégrateur ou fabricant de robots ou fabricant de matériel, ben, ça vous garantit d'avoir une solution propriétaire. Mais ça, aujourd'hui, nous, on ne veut pas. Bon, est-ce qu'il y a des Industriel. intégrateurs dans la salle qui lèvent la main ou se Parce qu'en termes taisent de et touchent flexibilité, jamais? c'est pas possible, tout simplement. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, nous, ben, nous, on développe nos propres programmes automatisme. Donc, on les rend interopérables parce qu'on a la maîtrise technique. Aujourd'hui, en termes de communication, aujourd'hui, on est passé d'un domaine, on était en RS 485, RS 232, on est en train de migrer vers des protocoles OPC-UA, Modbus TCP, voilà. Donc, ça, c'est en train de se construire sur les parties robots. Alors, c'est lesquelles normes déjà dont on parle j'ai perdu mes mots, mais on commence à avoir des normes aussi de communication sur les parties presse d'injection. Je ne me rappelle plus la norme. Mais, Euromap. voilà. Peut-être Euromap, que- voilà. Euromap 67, Euromap, voilà. Peut-être Donc que ça, c'est de la monsieur- standardisation du constructeur et on va dire du secteur d'activité, en fait, pour moi. Est-ce que monsieur, vous aviez déjà un début de réponse à votre question? Bah, oui, déjà, moi, je voulais valider que c'était un vrai problème. C'est un vrai problème. C'était pas des problèmes, Donc c'est validé, c'est un vrai ça, problème, c'est- on c'est est d'accord. une bonne nouvelle. Mm. Et effectivement, de toute façon, historiquement, a fortiori dans le monde de l'automobile, on sait bien qu'il ne va pas y avoir un standard qui va Eh oui. emporter. Mm. Il va y avoir une cohabitation et l'idée, c'est, à un moment donné, bah, en fait, c'est ce que vous avez fait, hein, de choisir un langage commun et de faire converger effectivement Nos fournisseurs. dans ce langage commun, que ce soit un langage naturel, d'ailleurs, hein, le français, ou un langage commun. Et c'est effectivement, parce que je rejoins cette idée de bien moduler, en fait, de bien découper, et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter ici, hein, de structurer les différentes couches de décision et d'exploitation avec de toute façon, comme vous disiez, l'enjeu d'avoir un langage commun et de le contrôler, voilà, et d'avoir La main. le contrôle dessus en interne. Merci beaucoup. De façon simplifiée. Je vais essayer de reprendre vos Oui, mots parce que oui. on les a écrits dans notre Super. démarche. Il y a des messieurs qui bavardaient devant. Je pense qu'il y avait une question. Non. Si, Oui. la question, mais Pardon. c'est les constructeurs fabricants qui ont la réponse. Est-ce que demain, peut-être aujourd'hui, hein, je suis un peu loin de ces Vous choses pourriez juste vous aujourd'hui, présenter, avec les monsieur, chefs. s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas des concepteurs fabricants de logiciels qui font de la traduction instantanée d'un protocole à un autre? Même si le média, alors le physique empêche ces choses-là, il y a quand même un média qui doit être commun. Mais au niveau de la data, il y a peut-être aujourd'hui des logiciels de traduction instantanée d'un protocole à un autre, quoi. Alors je me retourne peut-être vers Nicolas. Est-ce que vous avez identifié ça sur... Il y a le des marché. solutions qui commencent à apparaître avec des éditeurs de logiciels. On a Cenit, on a la chance d'avoir Cenit avec une solution Fast Suite qui justement permet de définir, de faire une trajectoire, de la traduire en langage KUKA, en langage FANUC, en langage SOBI, etc. On a des logiciels qui permettent de faire ça instantanément. Ça nécessite quand même d'avoir le bon poste pro. On appelle ça un poste pro, c'est vraiment le traducteur entre ma trajectoire et mon langage propriétaire. Mais ça se fait très rapidement quand même. Après, on commence à voir apparaître d'autres solutions, oui, toujours grâce à des logiciels, des algos, qui permettent de définir aussi des trajectoires en automatique aussi, très simplement, en y injectant une CAO ou en faisant une rétroconcession de pièces. On est capable en quelques clics d'aller chercher une trajectoire automatique de robot en langage adapté. Mais Merci beaucoup. Il y avait une question dans le fond, oui. Oui, bonjour. Étienne Bonjour. Leroux, Chambre du commerce et de l'industrie, conseiller industrie en Vendée. J'ai une question pour nos amis les PME vendéennes. Mhm. Donc là, vous êtes plus des belles entreprises, des ETI. Alors je vais vous faire raisonner un petit peu pour eux, si vous le voulez bien, quoi. Quand je suis un chef d'entreprise, mouton à 5 pattes, classique, ma préoccupation première, c'est le coût et la rentabilité de mon entreprise. Où je suis perçu peut-être comme une entreprise ou une industrie un peu poussiéreuse, je peux l'entendre, je suis d'accord avec vous.
où un AGV ou un ERP ne reste qu'un doux rêve pour l'instant pour moi, où la cobotique était un doux rêve il y a 2 ans et la robotique un doux rêve il y a aussi 2 ans, qu'est-ce que vous me conseillerez pour commencer à m'améliorer, moi, jeune entreprise ou plus vieille entreprise qui a envie de progresser? Est-ce que c'est ce que vous avez un petit Lean. peu avancé, les prémices du Lean? Ouais. Voilà, c'est quelle feuille de route vous nous donneriez? Alors moi j'ai entendu analyse des flux. Hein. Ouais, alors, bon, moi je viens du métier, mais moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on était là, on était vraiment là, et je pense qu'il faut d'abord faire de Lean parce que les investissements c'est cher, il faut y aller quand on est sûr d'avoir des bons ROI. Mais commençons par nettoyer déjà et s'assurer parce que je pense qu'on peut faire beaucoup déjà en interne avec peu. Après, je me fais peut-être pas Si. des amis sur la partie robotique, mais après, c'est comme tout, ça dépend du métier. Mais moi, je pense que le lean fait peur. Enfin, c'est un mot qui fait peur. On a l'impression que c'est réservé aux très grosses entreprises. En fait, ça reste du bon sens. Et en fait, il faut qu'on en. Moi, je suis d'avis d'en injecter un maximum parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec très peu. Je reprenais l'exemple chez nous avec les couleurs. Bah, c'est tout bête, mais aujourd'hui, un carton qui traîne, il est forcément dans une boîte de couleurs et une couleur, une boîte jaune dans un îlot vert. Voilà, on va se poser une question qu'un carton là, il risque de rester là un petit moment. C'est des exemples tout bêtes, mais moi je suis persuadé que l'amélioration continue, le lean, le bon sens, on l'appelle comme on veut, mais il faut se pencher dessus. Ouais. Avant même d'aller mettre des robots, je ne dis pas qu'ils sont pas inutiles, bien au contraire, ils vont servir sur des tâches plutôt rébarbatives. Et puis ce que j'entendais, je trouvais très intéressant dans votre approche, c'est de dire le bon sens, ça suffit peut-être pas parce que quelquefois on a le discours cadre et que de remettre des outils pour bien comprendre où sont les problèmes, où sont les goulots d'étranglement, où sont les vrais besoins, c'est plus important parce que c'est quoi alors ce fameux discours cadre? Bah, ça, c'est surtout qu'on a nos a priori de se dire bon bah là ça marche pas, ça marche pas. Et puis quand on va sur le terrain, on a l'impression que si on change ça, ça va bien marcher. Mais en fait, en discutant avec les opérateurs, on s'est rendu compte que finalement le problème il est pas là, mais il est bien en amont. Et tant qu'on n'est pas allé voir, après c'est pareil, hein, c'est la culture de ligne, donc on est très terrain. Moi je mets mes chaussures de sécurité tous les jours et je descends d'un TV tous les jours. Mais je pense qu'aujourd'hui, le lean sans aller sur le terrain, ça marche pas. Ou les a priori du geste répétitif qu'il faut arrêter, certains moi j'ai Certains des veulent le exemples faire. dans l'agroalimentaire où le geste répétitif, certains aiment le faire parce qu'ils le font très bien. Et on ne peut pas mettre un robot à la place parce que le robot n'y arrivera jamais, il va nous coûter bien plus cher. Donc il y a aussi toutes ces a priori des choses qui sont ennuyeuses ou du gain de temps qu'il faut peut-être chasser, quoi. Je trouve ça très intéressant. Peut-être un commentaire. Moi, je rajouterais de peut-être faire venir une personne, alors je prêche pas pour Proxinov, mais de faire venir une personne extérieure en fait. Parce que votre chef d'entreprise, il a la tête dans le guidon, il est au quotidien dans son entreprise, qui n'a pas forcément assez de recul. C'est juste de venir, peut-être faire venir une personne, une journée, faire ce qu'on appelle un audit ou un diagnostic, et permet en fait d'avoir une vision un petit peu des chantiers prioritaires. Alors ça peut être de la robotique, de la cobotique, mais tout simplement de l'aménagement de poste ou de l'ergonomie sur un poste, etc. Juste pour répondre à un problème, un problème de qualité ou de TMS ou autre. Donc, voilà, pas hésiter en fait à ouvrir son entreprise aussi et faire venir des personnes extérieures. Et puis aller voir aussi. L'idée que vous preniez Et d'aller aller voir d'autres, c'est c'est d'aller ça. voir les autres. Quoi. Oui, aussi. Ça, on apprend de tout le monde. Le benchmark. Aller faire des visites et vous disiez pas que les cadres, mais amener aussi les équipes faire des visites pour voir qu'il y en a d'autres qui font autrement et l'adhésion. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce qu'on a... Oh, il y a une autre question formidable. On vous écoute. Vous pouvez vous présenter, monsieur? Robot, donc européenne de robotique et automatisme. On est une société de prestation de services donc en robotique et automatisme. On est basé sur les Hauts-de-France, mais depuis un an, on a une agence ici à La Roche-sur-Yon. On va essayer de développer. En fait, nous, on s'aperçoit que souvent, alors les demandes, il y a la flexibilité, effectivement, et puis aussi tout ce qui était lutter contre les TMS, le musculo-squelettique. Et nous, on commence à voir depuis 1 ou 2 ans des demandes de sociétés, d'entreprises
qui veulent simplement produire, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas d'opérateurs pour charger les machines. Et en fait, ils veulent simplement un robot pour charger les machines parce qu'ils ont du mal à trouver des personnes qui veulent travailler dans ces métiers-là, quoi. Est-ce que vous, c'est quelque chose aussi que vous voyez arriver? Alors, on le rencontre beaucoup dans l'agroalimentaire, la difficulté de recrutement. Est-ce que c'est vrai dans vos métiers, dans votre activité au quotidien? Donc chez nous, on a un environnement de travail qui, comment dire, mieux accepté que l'agroalimentaire peut-être, mais je connais pas très bien l'agroalimentaire, si ce n'est que j'y ai travaillé quand j'étais étudiant. Mais bon, donc ça date un peu. Non, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le lean est une bonne base de travail et quand on engage une démarche comme ça, c'est toujours intéressant. D'abord, à la base, on parlait des ETI tout à l'heure, hein, quelles que soient les petites entreprises, n'importe quelle entreprise. Une entreprise qui est viable économiquement, la plupart du temps, c'est parce qu'elle a des hommes qui ont de la qualité. Donc, toute cette transformation, elle doit se faire en faisant participer les hommes. Et c'est là où les démarches lean sont intéressantes. Parce que Et vous arrivez à recruter, vous n'avez pas de soucis? Oui, mais c'est là où j'allais venir, c'est que Ouais. ce que doit nous apporter ce genre de démarche, lean, c'est toujours de bien identifier où est la place de l'homme dans nos process, de sorte que la place qu'on va réserver à l'homme, c'est une place où il va apporter ses qualités, de gérer des choses complexes, et on va lui enlever les tâches qui sont difficiles. Et c'est là où on va avoir besoin de la robotisation, pour enlever les tâches difficiles et donc faire en sorte que nos postes de travail soient... alors, j'ai du mal à employer le mot confortable, hein, parce que bien sûr que dans les échanges avec nos opérateurs, on a toujours des échanges charge mentale, charge physique. Hein. J'ai un sujet aujourd'hui dans mon usine où, honnêtement, on a une charge physique qui, avec l'amélioration, les cadences, etc., fait qu'on aimerait l'améliorer. Donc, c'est un sujet sur lequel on va travailler et je pense qu'on va amener un peu de robotisation pour travailler sur la charge physique. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager avec notre personnel. Et si le sujet est partagé, ça veut dire qu'il est accepté et bon, à nous après d'apporter les réponses. Hein. Et si on a cette démarche, on va donc créer dans notre environnement un environnement de travail qui est considéré comme, admettons le mot confortable, mais le travail c'est toujours dur, hein, et donc attirer le personnel. Donc oui, aujourd'hui nous arrivons encore à recruter, hein, c'est clair, hein, mais je peux comprendre que dans certains cas ce soit difficile, oui. Mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans les démarches lean. Et le mot démarche lean, je suis complètement d'accord. Tout à l'heure, on parlait de robotisation. Honnêtement, je crois qu'il y a 20 ans, on avait plus de robotisation qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la robotisation, elle est ciblée. Oui, c'est différent. C'est ça, très intéressant. Par rapport au recrutement, Pierre-Antoine, un commentaire peut-être? Alors, recruter, on y arrive, c'est sûr que c'est de plus en plus dur. Moi, ce que je constate, en tout cas chez nous et chez d'autres entreprises que j'ai visitées, c'est l'intérêt des opérateurs et l'engagement des opérateurs dans l'entreprise. C'est que des gens qui vont faire 30 ans dans la même boîte aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on en trouve encore beaucoup. Et donc, il y a le savoir-faire à garder et l'intérêt à leur donner, à faire en sorte qu'ils restent. Et les gens restent, ouais. c'est ça. Pour moi, l'enjeu, il est plus là que d'arriver à recruter. Bon, on arrive à recruter. Après, il faut arriver à avoir des postes qui soient très flexibles et très facilement, très faciles à prendre en main. Parce que si on a des turnovers qui sont très élevés, il va falloir pouvoir former très vite et que ça aille très vite. Mais ouais, aujourd'hui, c'est dur. Donc peut-être que j'aurais envie de vous retourner la question. Est-ce que dans les gens qui vous font ces demandes-là, et c'est un secteur particulier, et est-ce que c'est pour des tâches particulières? Est-ce que c'est des grosses industries, plutôt des PME? Non, plutôt des PME. Et pour l'instant, les demandes, c'est vraiment pour charger des machines à commande numérique, etc. Mais c'est quand même du chargement. D'accord. On travaille aussi dans l'automobile et c'est pareil, ils nous en parlent parce que maintenant aussi les jeunes qui arrivent sur le marché, c'est pourquoi je fais ce travail-là. C'est des questions, c'est voilà. Ils veulent quand même quelque chose d'intéressant, de faire quelque chose. Ils sont pénibles les jeunes, hein, dans le fond. Et des fois, en fait, oui, faire opérateur, c'est voilà quoi. Donc on commence à voir venir ces demandes. Mais là, c'est vrai que c'est plus pour des chargements de machines à commande numérique, etc. Gaël, j'avais un petit mot à rajouter. Oui. Je voulais quand même ajouter un complément parce que il y a une thématique qu'on n'a pas abordée et qu'on a engagée il y a longtemps. Moi, j'en étais pas à l'origine, mais j'étais dans l'équipe de management usine et je l'ai poussé à fond. C'est vrai que quand on parle de recrutement, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour
intéresser mon personnel. Donc, le changement est un critère qui intéresse le personnel. Donc, avoir des chantiers de changement, de transformation de nos usines, c'est essentiel. Parce que ça crée une dynamique, ça crée de la participation, c'est intéressant. Il y a un autre domaine, nous, qui nous a apporté beaucoup, c'est la flexibilité au niveau des hommes. Alors, ça veut dire quoi? On est sur la même problématique que les machines. Je ne sais pas ce que je vais produire l'année prochaine dans mon usine. J'ai besoin d'opérateurs, j'ai besoin de gens qui font de la maintenance, j'ai besoin de régleurs, j'ai besoin de caristes, j'ai besoin d'un certain nombre de métiers. Je ne sais pas dans chaque métier combien je vais en avoir besoin. Donc cette problématique, elle est apparue au même temps qu'on a développé la flexibilité des machines parce qu'on a un problème de volume. Et la réponse qu'on y a apportée, c'est qu'on a fait en sorte que dans nos opérateurs, il y en a une partie qui sont formés pour être caristes. Dans nos opérateurs, on a une partie qui sont formés pour être de temps en temps aide-régleurs. Il y a des gens qui sont formés pour aller de temps en temps au service qualité. De sorte que la plupart de nos opérateurs ont une double fonction. Et donc, il est clairement identifié qu'ils ont tous envie d'être dans la deuxième fonction. Et en fait, on a aussi clairement identifié que ce n'est pas possible et qu'ils auraient en permanence cette rotation entre la fonction opérateur et peut-être que la semaine prochaine, il sera avec les régleurs parce qu'il y a un régleur qui est en congé. Et c'est cette performance et la performance globale de l'usine, on va la chercher avec cette flexibilité. Si j'ai besoin d'avoir 10 caristes dans l'usine, j'en mets pas 11 pour faire face aux besoins. J'en mets 10 et j'ai un opérateur qui est formé pour être cariste. Excellent. Et lui, il est motivé. Deux métiers, grande Voilà. flexibilité et Et la polyvalence. donc là, la flexibilité, on a été chercher dans les compétences, au départ pour un besoin d'optimisation des coûts, et on y a trouvé une vertu intéressante, c'est la motivation du personnel. Excellent. Voilà, c'est juste, je partage une expérience. C'est très difficile à manager, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie compréhension et une adhésion. Parce que forcément, je rêve d'être toujours cariste. Bah oui, mais puis voilà, il peut donc y c'est avoir très des chefs difficile. aussi Il avec faut des vraiment y attentes aller, il différentes. faut y aller en douceur, il faut beaucoup partager avec les gens. Mais c'est très intéressant en optimisation des coûts et très intéressant en dynamique, en gestion du changement. Alors, je vois que l'heure avance. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. En tout cas, je crois que tous les quatre, vous restez là cet après-midi. Donc, vous pouvez les attraper et discuter avec eux, parce que vous avez vu les gens passionnés et le sujet passionnant sur lesquels ils sont capables de parler. Merci en tout cas pour votre question, pour votre attention et bonne continuation. Merci. Merci Gaël. Merci. Merci.